OK? Alors, bienvenue à la formation sur la mobilisation communautaire. Dans un premier temps, je vais me présenter. Mon nom est Christiane Fontaine et je travaille pour le RIFSO. Le RIFSO est l'acronyme pour le regroupement des intervenants francophones en santé et services sociaux de l'Ontario. Donc, c'est un regroupement provincial qui appuie le travail des gens qui travaillent dans le domaine de la santé, services sociaux et même du développement communautaire. On offre des formations, des guides et tout pour les appuyer dans leur travail. Donc, aujourd'hui, on va parler de la mobilisation communautaire. Plusieurs de nos organismes sont appelés à faire de la mobilisation au sein de leur communauté, et ce, à différents niveaux. On a pu constater au courant des dernières années de grands mouvements de mobilisation qui ont été mis en place, mais il y a aussi la mobilisation qui se fait à un niveau plus local ou régional. Donc, les objectifs de la formation aujourd'hui, c'est de comprendre les fondements du concept de mobilisation, d'explorer ensemble les étapes d'un processus de mobilisation et de mieux comprendre les éléments qui font que notre mobilisation est réussie. Et je vous inviterai au cours de la présentation, si vous avez des questions, à me les poser et puis j'y répondrai au fur et à mesure. Donc, la mobilisation commence par l'engagement de la communauté. L'engagement communautaire fait partie du processus de mobilisation et c'est souvent la partie la plus négligée dans un processus de mobilisation. C'est-à-dire, on part tout un groupe ensemble, puis on va faire des manifestations et tout ça. Mais si on veut que la communauté soit engagée là-dedans, le citoyen, il faut premièrement l'informer. Et c'est l'information, la sensibilisation, c'est qu'est-ce qui fait partie de l'engagement communautaire, qui est une partie intégrante de la mobilisation, mais qui est un processus aussi en soi. C'est un outil qui va nous aider pour mobiliser par la suite les partenaires, le citoyen. Donc, l'engagement communautaire, c'est l'acte par lequel on s'engage. Donc, on se fait moralement une promesse à accomplir quelque chose. Et c'est la définition selon le dictionnaire Larousse. L'engagement communautaire naît aussi d'une émotion, d'une expérience qu'on a vécue. À la suite de l'engagement, on se sent informé, on a plus d'informations, on se sent impliqué par l'enjeu pour lequel on veut mobiliser la communauté. Et ça grandit en dedans de nous pour devenir finalement qu'on veut agir sur l'enjeu en question. Donc, ça grandit avec la concrétisation des actions. La mobilisation, elle, correspond plus à partir du moment que le citoyen est engagé dans une action particulière. Donc, c'est des individus qui se regroupent ensemble, des organismes qui viennent se joindre au groupe pour une situation qu'on veut changer. Donc, la mobilisation comme telle vise le changement, tandis que l'engagement communautaire vise plutôt informer le citoyen, le sensibiliser à un enjeu quelconque. L'engagement de la communauté consiste à rendre possible et à susciter l'engagement des membres de sa communauté et de les amener à collaborer ensemble pour faire avancer un enjeu quelconque ou pour amener un changement. Ici, je vais m'attarder sur le terme communauté. Communauté, habituellement, on réfère ça à une distribution géographique, à une région en particulier. Mais communauté, comme vous savez, ça peut être des gens qui se regroupent pour un intérêt qu'ils partagent ensemble. Donc, ça peut être une communauté comme la communauté gay, autant que ça peut être la communauté de la région d'Ottawa ou la région de Toronto. OK. Donc, l'engagement de la communauté permet divers niveaux de participation et par diverses manières. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vouloir s'engager davantage, qui vont participer plus activement à la mobilisation. Donc, il va être au cœur d'actions, de la planification et tout. Tandis qu'il va y avoir d'autres gens qui vont décider juste d'aller manifester pour avoir un changement quelconque. Et il faut respecter ce niveau d'engagement-là que le citoyen est prêt à faire. Donc, ça renforce les liens de solidarité en stimulant le sentiment d'appartenance à la communauté. On les a informés, on les a sensibilisés et dans le cadre de la mobilisation, on veut qu'ils agissent. Donc, il permet aux membres de la communauté à jouer un rôle actif dans la définition des enjeux,
l'examen des solutions possibles et la détermination des ressources et des priorités pour orienter l'action. Est-ce que vous avez des exemples de mobilisation qui ont eu lieu au cours des récentes années à nous parler? Oui, l'université francophone, oui. L'hôpital Montfort, qui était une cause qui a suscité beaucoup de mobilisation, et c'est un bel exemple de mobilisation parce que ça a suscité l'engagement de différents partenaires dans la communauté, des organismes, le citoyen lui-même a été impliqué et ça a eu des résultats aussi, un impact. Oui, tu avais un exemple à nous partager? À l'université francophone. Oui. Alors, pourquoi c'est important de susciter l'engagement? Cette phase-là est très importante parce que si on veut que le citoyen s'engage dans un processus de mobilisation, il faut qu'il soit au courant de ce qui s'est dit sur le sujet, sur l'enjeu en question. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites? Est-ce que les résultats ont été partagés de cette étude-là? Est-ce qu'il y a eu certaines actions qui ont déjà été faites? Est-ce qu'il y a eu de la documentation de publier? Est-ce qu'il y a eu des articles dans les journaux qui ont été faits? Tout ça, c'est dans le but que le citoyen soit capable de critiquer, d'analyser la situation, de la reviser et puis aussi peut-être de penser à certaines solutions ou changements qui pourraient être apportés concernant l'enjeu en question. Ça ouvre aussi la porte à l'individu à s'engager parce qu'il est informé. Il s'est formé sa propre idée au sujet de l'enjeu. Il a peut-être pensé même à des solutions comme j'ai mentionné. À ce moment-là, il veut devenir quelqu'un qui va collaborer à ce changement-là qu'on veut apporter. Ça offre aussi à l'individu l'opportunité d'acquérir des comportements et des attitudes qui expriment la volonté affirmée en tant que citoyen de s'impliquer dans sa communauté. Tout ça comme qu'est-ce qu'on appelle plus communément la participation citoyenne de l'individu dans sa communauté. Donc, pour susciter l'engagement, il faut premièrement sensibiliser les membres de la communauté sur l'enjeu en question. Il faut aussi travailler avec les partenaires, les leaders dans la communauté, les organismes qui existent, les divers comités qui sont en place. Il faut aussi utiliser différentes formes de médias, par exemple les Twitter, les Facebook, les journaux, la radio, pour pouvoir informer la communauté. Il faut aussi faire preuve de leadership, surtout au niveau organisationnel. On va souvent demander aux organismes d'être des porte-parole pour l'enjeu en question. Il faut être aussi sensible face aux besoins des gens de la communauté, parce que tout le processus de mobilisation communautaire repose sur un enjeu, un problème que la population fait face, et on vise à améliorer de façon générale la santé de la communauté, le bien-être de la communauté. Et ça repose sur le respect envers l'individu, envers l'organisme, envers les façons de penser, donc à différents niveaux. Donc, selon l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, ils définissent l'engagement du public comme un rôle clé parce qu'il contribue à façonner l'opinion publique, à inciter les gens à agir, non seulement en tant que membre de la communauté, mais également en étant un citoyen informé et actif. Donc, comment passe-t-on de l'engagement à la mobilisation? Comme vous pouvez voir sur le graphique, quand on informe, c'est une direction unique. Donc, c'est une personne ou un groupe de personnes, un leader, qui informe au sujet de l'enjeu de la problématique. Après ça, on va au niveau de la consultation, collaboration, partage de leadership et habileté de la communauté. On va y aller plus en détail présentement. Donc ici, le graphique représente les différents niveaux d'intervention qui, de l'engagement communautaire, s'en va progressivement
par une implication de plus en plus profonde du citoyen dans la résolution de l'enjeu, dans la solution de l'enjeu. Ici, dans la première colonne, on retrouve l'information qui fait partie de la phase d'engagement communautaire. Donc, c'est un mode de communication unidirectionnel. Donc, c'est du leader, d'un groupe qui assume le leadership vers les citoyens. Après, on passe à la consultation. La consultation, c'est le citoyen qui donne de l'information au leader ou à l'organisme qui assume le leadership. On veut avoir le plus de renseignements possible sur l'enjeu en question. Et même à cette phase-ci, des fois, on n'a pas un enjeu précis, mais on recueille l'information qui nous permet d'identifier plusieurs enjeux et ensuite, on va passer à un processus de priorisation de l'enjeu, donc de devenir le plus précis possible. Parce que, on va voir ça un peu plus tard lors de la formation, lorsque l'enjeu n'est pas assez précis ou est trop large, à ce moment-là, on peut avoir des problèmes au niveau de la motivation des gens à s'impliquer dans ce processus-là. Après, on passe à la phase de l'implication. Et ça se fait au niveau autant du citoyen que des organismes qui assument le leadership ou la personne qui assume le leadership dans ce projet de mobilisation-là. Donc, il y a des échanges qui se font entre les acteurs de la mobilisation, entre les citoyens. Et ça, c'est tout au long du processus. On veut avoir une meilleure compréhension et on veut aussi considérer toutes les préoccupations par rapport à l'enjeu de la part du citoyen et des acteurs. Au niveau de la codécision, c'est là que des partenariats se font. Des partenariats entre certains groupes communautaires, entre certains organismes. Il y a des processus de prise de décision qui se précisent, des façons de faire. Il y a un plan d'action qui se développe à ce moment-là, à cette étape-là. Donc, et on veut s'assurer que quand on fait notre plan d'action et on définit nos activités de mobilisation, que les préoccupations des citoyens sont répondues par rapport à ces activités-là. Et ensuite, on passe à la phase d'autonomination. Comme dans tout processus, si le leadership est partagé par beaucoup d'organismes, ça peut être problématique à la longue. Donc, il y a des décisions qui se font par rapport au leadership qui est accordé à un organisme quelconque. Donc, on définit quel organisme. Et des fois, je dis organisme, mais des fois, ça peut être des coalitions ou des concertations d'organismes qui se mettent ensemble aussi. Donc, il y a différents moyens qu'on peut progresser dans notre processus de mobilisation. On peut partir en utilisant des outils comme j'ai parlé des différents médias, les réseaux sociaux qui existent, des feuillets d'information qui peuvent être distribués, de la publicité qui peut être faite dans les journaux. Après ça, on y va au niveau de la consultation, c'est surtout au niveau de focus group qui vont être mis ensemble, des rencontres de town hall où on va chercher encore des renseignements avec les citoyens. Ça peut être des rencontres de travail avec certains groupes qui sont affectés par l'enjeu. Ou ça peut être aussi un processus de consultation qui est informel. On va recueillir des suggestions des gens, des recommandations, qu'est-ce qu'ils en pensent au sujet de cet enjeu-là et tout. Donc, c'est très informel et ça fait partie encore de l'engagement communautaire. Au niveau de l'implication, là, on commence notre mobilisation comme telle. Donc, il y a des tables de concertation qui peuvent être mises en place. Il y a des ateliers qui peuvent être offerts pour expliquer un peu comment l'enjeu, le problème qui existe peut avoir un impact sur la communauté en général. Il y a peut-être des comités qui vont se mettre en place aussi. À la prochaine étape, à la codécision, là, on commence à être plus formel dans notre approche. Donc, il y a des comités, des tables de concertation qui se font. Il y a des groupes de travail qui se forment aussi. Et on va ensuite à la phase de autonomination,
qui, à ce moment-là, c'est au niveau de comment on va accompagner nos organismes à faire cette mobilisation-là. Comment on va accompagner le citoyen qui veut s'impliquer. Donc, cette phase-ci, c'est plutôt au niveau du savoir-faire que ça se passe. Ici, à la codécision, c'est plutôt le savoir qui est partagé, implication, la même affaire, consultation et information. Mais la dernière phase de autonomisation, c'est surtout au niveau du savoir-faire. On veut transférer ce qu'on a appris ici pour que les acteurs qui ont été impliqués à ce moment-là puissent à leur tour refaire le processus de mobilisation autour d'un autre enjeu qui existe. Bon, maintenant, on va passer à qu'est-ce que la mobilisation. La mobilisation, c'est conçu comme un processus par lequel un groupe cesse d'être passif. Vous savez, quand on parlait d'information, sensibilisation, à ce moment-là, le citoyen n'est pas vraiment impliqué dans l'action. Donc, à partir du moment qu'on débute le processus de mobilisation comme tel, il devient plutôt actif dans la résolution, pour trouver des solutions pour l'enjeu ou le problème. Donc, c'est une action, un processus qui conduit un nombre important de personnes à former des groupes ou des organisations concernées par un même problème. Donc, une mobilisation, ce n'est pas juste la question d'une personne. C'est une action qui est collective, qui demande la participation de plusieurs gens des organismes pour adresser un problème quelconque ou un enjeu quelconque dans la communauté. Et ça demande du temps et de l'énergie. Si on veut mobiliser toute une communauté, pensez au temps que ça peut prendre pour l'informer. Ce n'est pas des questions de jours, là, on parle de questions de mois et tout. Et on remarque que les projets de mobilisation qui ont réussi, c'est des projets qui se sont échelonnés habituellement sur 2 à 3 ans. Donc, je continue à prendre part à une action commune avec tout l'investissement en temps et en énergie que cela suppose pour faire aboutir un projet. C'est un processus qui est dynamique, les gens sont impliqués, les gens sont dans l'action. C'est intégré parce que c'est autant au niveau du citoyen que ça se passe, autant des organismes à but non lucratif et même le secteur privé. Bien souvent, on va aussi se joindre au processus de mobilisation. Et ça regroupe les forces vives d'une communauté, soit locale, soit régionale, soit de plus grande envergure, tout dépendant de l'enjeu qu'on veut adresser. Il vise à accroître la capacité d'agir ensemble à la concrétisation d'une vision partagée et d'un développement et de changement. Vous allez voir souvent, il y a le mot collectif qui revient, partagé, intégré. C'est que c'est l'affaire de tout le monde, un projet de mobilisation. On veut impliquer l'individu, on veut impliquer au niveau organisationnel, au niveau des communautés. On peut même impliquer le gouvernement pour certaines mobilisations qu'on veut faire. Ce que n'est pas la mobilisation, c'est-à-dire que quand on sensibilise, informe la communauté, ce n'est pas de la mobilisation comme telle. Ça fait partie du processus, mais c'est pas, les gens ne sont pas à l'action à ce moment-là pour résoudre le problème. Parce qu'on les informe, on leur demande de participer à des consultations, à des focus group, à des réunions d'information, donc c'est très passif. On n'est pas encore dans le agir. Donc, ça se limite au renforcement des capacités. Ce n'est pas juste de donner les compétences et les ressources pour que les gens puissent agir. Ça fait partie du processus, mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas aussi travailler avec un seul secteur, un seul groupe et les membres d'un seul sexe, par exemple. C'est d'amener l'ensemble de la population à travailler ensemble sur l'enjeu. Donc, ça peut comprendre, par exemple, l'environnement, le secteur de l'environnement qui va avec le secteur communautaire et avec le secteur de... une autre idée? Avez-vous une autre idée de secteur qui pourrait travailler? Éducation.
Y a-t-il d'autres secteurs? Le sport. Oui. Le secteur du sport. Le sport, oui. Madame, avez-vous une suggestion? Pardon? La santé. Oui, la santé. Donc, c'est d'amener tous ces secteurs-là aussi à travailler ensemble. Parce que si je prends l'exemple d'une ville où qu'on a identifié comme enjeu qu'il y avait un taux élevé d'accidents parmi les personnes âgées, et il y a une mobilisation qui se fait, et on avait identifié comme solution d'avoir des trottoirs, qu'ils aient accès à des trottoirs, qu'ils aient accès à des signaux, des lumières de signalisation pour dire quand est-ce que les piétons peuvent traverser. On voit que ce n'est pas juste seulement le groupe des personnes âgées qui vont se mobiliser. On va aller voir le secteur de la santé parce que c'est une question de santé publique. On va aller voir services sociaux parce que ça les touche également. On va aller voir aussi la municipalité parce que ça les touche aussi. Donc, c'est différents secteurs qui vont se mettre ensemble. Entreprendre des actions dictées par les circonstances ou sporadiques. La mobilisation, c'est quelque chose qui est pensé, qui est planifié et qui s'étend sur une longue période de temps. Donc, ce n'est pas juste une série d'activités qui a lieu à tous les 3 mois. À tous les 3 mois, on va manifester devant le Parlement. C'est une série d'activités qui sont faites de façon continue et qui sont intégrées une à l'autre. C'est comme un casse-tête qu'on essaie de mettre tous les morceaux ensemble. Et la mobilisation, ce n'est pas dans le but de faire des reproches ou d'accuser ou de blâmer. Comme dans mon exemple des trottoirs, ce n'était pas de dire à la ville « Ah, ben vous n'avez pas de trottoir, c'est pour ça qu'il y a plus de personnes âgées qui se font frapper. » Non, c'est toujours axé vers la solution en apportant une solution positive, en apportant un changement. Donc, il faut s'attendre à des activités parfaitement ordonnées qui s'achèvent à brève échéance. Ce n'est pas du tout ça. Parce qu'on va mettre en place un processus d'évaluation de nos réalisations. Et des fois, selon notre planification, les objectifs qu'on s'était faits, l'objectif peut changer en cours de route, tout dépendant de la direction que va prendre la mobilisation. Et ça peut être, par exemple, on avait prévu des manifestations à Queen's Park à Toronto pour revendiquer une nouvelle loi concernant un enjeu qu'on fait face. Donc, ça donne que cette journée-là, il y a 3 autres groupes qui décident de manifester. Est-ce que la manifestation va avoir l'impact qui est attendu? Non, parce que l'attention est partagée en 3 ou 4 groupes qui font une manifestation en même temps. Donc, il faut être assez flexible aussi au niveau des activités qu'on veut faire pour trouver une solution. Se contenter d'émettre des messages. Bon, ce n'est pas juste de dire, OK, on va faire une manifestation, OK, on va faire une rencontre avec les ministres ou OK, on va aller parler aux aînés dans la communauté. Ce n'est pas juste de dire, il faut qu'il y ait de l'action qui se fait. Et ça va avoir un impact au niveau de la motivation pour garder motiver les gens à participer à votre activité de mobilisation. Donc, grosso modo, la mobilisation, c'est qu'on part du passif, puis on s'en va vers l'actif. Donc, le citoyen devient un joueur, un acteur dans le changement qu'il veut avoir. Donc, ici, je pense que ça illustre assez bien le concept de mobilisation que je vous ai présenté. Donc, on passe du je en tant qu'individu, en tant que citoyen, et on s'en va sur une action plus collective qu'on appelle la mobilisation. Donc, c'est le nous, c'est un projet commun avec une vision commune qui est en place, et tout ça dans le but d'avoir un changement. Est-ce que, selon vous, la phase d'information et de sensibilisation que je vous ai parlé au début, est-ce que c'est une phase qui est importante? Oui, c'est la plus importante, oui. Est-ce que vous la retrouvez quand vous voyez des mobilisations qui se font sur certains enjeux? Est-ce qu'elle est toujours présente? J'ai des oui et j'ai des non. Oui, non. Moi, j'ai
Oui. Pourquoi? Ben, juste un exemple, parce que les gens doivent être déjà préparés sur à quoi ils vont, parce que vous voulez les impliquer, vous voulez l'action. Oui. Donc déjà, ça commence déjà, c'est bon. Moi, j'appelle ça vraiment diffuser l'information. C'est le mot même. Diffuser, ça veut dire que ça part tout doucement et ça m'imprime. C'est ça, utiliser différents médias. Il faut que l'information se rende. Et puis là, les gens l'ont maintenant, vous venez à la date butoir, la mobilisation est faite, et là, peut-être tu auras vraiment l'action escomptée. Oui, oui. Mais j'avais un nom aussi. Ben, moi, je pense, par exemple, aux mobilisations, disons, ratées. Il y en a qui sont ratées, justement, parce que soit qu'il n'y a pas assez d'informations, soit qu'il y a de la mésinformation. Oui. Donc, l'information qui est communiquée n'est pas nécessairement la bonne, ou c'est par bribes, ou le message est déformé, ce qui fait que les gens arrivent en pensant être mobilisés pour X, Y, Z, puis c'est pour X, Y, A, par exemple. Oui, il faut quand même que ça soit structuré, parce que si on parle d'un enjeu pendant un an de temps dans les journaux et tout ça, on va perdre à la longue l'intérêt, ou d'autres choses dans l'actualité vont prendre le dessus, puis aller chercher l'intérêt qu'on a par rapport à cet enjeu-là. Et entièrement d'accord avec toi, il faut qu'ils soient informés, mais bien souvent, on va commencer à les informer au moment où la mobilisation va commencer, et non avant, comme une phase avant. Et ça, c'est très important de l'informer, mais pas de prendre un an pour informer la population aussi. Et bien souvent, on remarque dans des projets de mobilisation qui ont eu lieu, on commence cette phase-là par aller faire des consultations communautaires. Et habituellement, ces consultations communautaires-là, malheureusement, sont axées vers des groupes dont l'enjeu touche directement. On n'ira pas en périphérie aller consulter les autres groupes de la population, de la communauté que ça les intéresse. Et si on veut que ça soit une action intersectorielle et que toute la communauté soit informée, à ce moment-là, il faut les impliquer aussi dès le départ. Donc, pour mobiliser la communauté, ça nous prend un enjeu, qui est la raison d'être de la mobilisation. Ça nous prend une forme motrice, donc quelqu'un qui assume, quelqu'un ou un organisme, une structure quelconque qui assure le leadership, et la mobilisation. L'enjeu, on a parlé depuis le début de la formation comme un élément crucial, c'est la raison, la base de la mobilisation. Pour la force motrice, c'est que s'il n'y a pas quelqu'un ou un organisme qui prend le leadership, à ce moment-là, ça va être des actions qui vont être décousues, qui n'auront peut-être pas aucun lien entre eux, ou on va aller mobiliser une communauté, on va oublier l'autre, ou on va mettre beaucoup plus d'accent sur un groupe de la communauté qu'un autre. Donc, et ça se passe dans la quatrième phase de notre processus de mobilisation. Donc, c'est très important que le leadership soit assumé par un groupe en particulier. Et ce n'est pas nécessairement des organismes, un organisme quelconque. Mais dans la réalité, bien souvent, ça va être un groupe qui existe déjà dans la communauté qui va prendre le leadership. Donc, le processus de changement, et ici, ils l'ont mis en lien avec les phases. Donc, pour qu'une situation puisse se traduire en de véritables changements, il faut que ça soit axé vers une problématique. Donc, une situation ne répond plus aux besoins de la communauté ou à ses aspirations. Il faut que cette situation soit perçue de la même façon. C'est là que vient tout le côté sensibilisation et formation important. Il faut que l'enjeu, le problème, soit compris de la même façon que tout, par tous. Il faut aussi avoir une certaine volonté d'améliorer cette situation-là. S'il y a un enjeu dans la communauté, un problème, puis tout le monde, ça ne les dérange pas, ils peuvent vivre avec ça. Donc, il n'y aura pas vraiment de mobilisation qui va se faire autour de cet enjeu-là. Les gens acceptent de vivre avec cet enjeu-là.
Donc, il faut qu'une action soit formulée et entreprise. Et c'est là que commence le leadership, à définir le leadership. C'est un projet. Donc, dans un projet, qu'est-ce qu'on fait? On établit un but à notre projet, on établit des objectifs qu'on veut atteindre, on détermine les actions, comment on va les atteindre. Donc, c'est au niveau de la planification que ça se fait et de l'évaluation. On veut que l'action soit soutenue et appuyée par des moyens adéquats. Donc, on va offrir des formations pour les acteurs qui vont être impliqués. On va développer des partenariats. On va aller chercher des forces qu'on a besoin, des ressources qu'on a besoin. Et il faut aussi que l'action soit intégrée pour constituer un changement. On veut faire un changement au niveau de la communauté. Donc, c'est pour ça qu'il faut impliquer les gens à différents niveaux, les organismes à différents niveaux et leur donner différents rôles aussi à jouer dans la communauté en se basant sur leurs forces. Est-ce que ça va jusqu'à présent ou vous avez besoin, avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Pour les gens qui suivent le webinaire, est-ce que vous avez des questions? Non? Eh bien, on continue. Pourquoi c'est important? La mobilisation communautaire reconnaît les problèmes auxquels la communauté pourrait être confrontée et qui ne peuvent pas toujours être résolus sur une base individuelle. C'est entendu qu'il y a beaucoup plus d'impact quand c'est un groupe de personnes qui se mettent ensemble pour faire un changement. Si, à base individuelle, comme dans mon exemple avec les trottoirs et les panneaux de signalisation, si ça aurait été Madame X qui va à l'hôtel de ville, qui dit « Ah, je suis vraiment pas contente, j'ai passé proche de me faire frapper par une auto et blablabla », est-ce que ça va avoir un impact? On va prendre en note, oui, c'est quoi sa demande et tout, mais est-ce qu'on va aller agir? Si une pétition qui est signée, et on retrouve 500 citoyens dans ce quartier-là qui veulent avoir des trottoirs, on commence déjà à avoir un impact au niveau du changement. La demande va être plus prise au sérieux. Mais si on a les citoyens eux-mêmes qui sont représentés dans notre processus, on a des organismes qui sont prêts à collaborer ensemble, on va vraiment avoir à ce moment-là un impact pour notre projet de mobilisation. Donc, particulièrement à long terme. L'approche de mobilisation favorise le dialogue entre les personnes affectées par l'enjeu, les organismes communautaires, de façon que toutes les parties sont conscientes de toutes les contraintes des gens qui sont impliqués ou des limitations et évite ainsi d'avoir des attentes par rapport aux résultats de notre mobilisation qui sont réalistes. Donc, en allant faire un tour sur le site de Vivons Ensemble, Vivons Ensemble est un projet de mobilisation pour prévenir le suicide chez les jeunes, pour favoriser la santé mentale. Et je trouvais qu'il illustrait bien ce processus-là, les différentes étapes. Donc, on a passé à la phase d'information, sensibilisation. On a passé à la phase de partenariat et tout. Donc là, on est dans la mise en place de notre structure de mobilisation. Donc, ensemble, ils ont établi un plan. Donc, ils ont pris toutes les informations qu'ils ont reçues dans la phase 2 et 3 de la population, celle qui était visée par l'enjeu, mais aussi de la part de la communauté en général, des citoyens en général, des organismes aussi. Et puis là, on priorise les besoins, on priorise des actions qu'on veut faire. Et en même temps, aussi, c'est très important d'identifier les forces qui existent au sein de notre communauté, les ressources qui sont disponibles aussi et qui pourraient servir à notre projet de mobilisation. Ensuite, on passe à l'action. Et au niveau de l'évaluation, ce n'est pas d'attendre en dernier pour commencer à évaluer si notre mobilisation est réussie ou pas. Il faut qu'en cours de route, on puisse se mettre des indicateurs de succès, pas seulement au niveau des objectifs qui sont atteints, mais aussi au niveau du processus. Et tout ça, c'est dans le but d'en sortir les meilleures pratiques. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché?
Est-ce qu'on aurait pu essayer d'autres choses? Donc, en ayant des indicateurs de rendement à travers les étapes, les 4 étapes, à ce moment-là, on s'assure de recueillir de l'information sur le processus et aussi au niveau de l'atteinte des objectifs. Et ça nous permet aussi également de changer notre plan d'action en cours de route. Comme vous savez, on se fait un plan au début, c'est notre carte routière puis notre démarche de mobilisation, mais en cours de route, il peut y arriver déclenchement d'une élection, par exemple. À ce moment-là, c'est peut-être il y a peut-être un momentum pour mettre l'enjeu plus en valeur et avoir plus d'activités d'intervention auprès des élus ou des futurs élus du gouvernement. Donc, si on passe à la phase 4, qui est peut-être une évaluation plus sommative au niveau du projet de mobilisation en tout. Donc, on veut voir qu'est-ce qu'on a réalisé jusqu'à date. C'est un moment idéal pour faire un examen de qu'est-ce qui a été accompli, qu'est-ce qui n'a pas été accompli et pourquoi. Et est-ce qu'on avait tous les joueurs autour de la table? Est-ce qu'on aurait pu l'inviter? Donc, c'est de faire le point aussi. Et ça ne se fait pas nécessairement à la fin de votre projet de mobilisation. Donc, on peut faire ça après la phase 3, après la phase 2 ou après une certaine période de la phase 1. Donc, grosso modo, je trouvais que le modèle de ce projet de mobilisation Vivons ensemble reflétait bien un processus de mobilisation réussi. Est-ce que, selon vous, il y avait d'autres étapes à rajouter? Expliquer davantage l'enjeu à des termes accessibles. Mm-hmm. Parce que souvent, peut-être, nous, en tant qu'organisme, on peut définir tout de suite un enjeu à des termes. Donc, ça serait très bien que la communauté aussi, vraiment, comme on a dit, que ça soit partagé. Donc, c'est très important de traduire l'enjeu en des termes accessibles à la communauté. Et c'est une condition de succès, d'être le plus précis possible sur l'enjeu. Si l'enjeu est de prévenir la violence chez les femmes, c'est quand même assez large et il y a quand même beaucoup d'actions qui peuvent être faites de mobilisation. Mais si c'est l'enjeu, c'est d'avoir un abri pour les femmes violentées dans telle région, c'est encore plus spécifique et on a encore plus de chances de réussite parce qu'on a pu cerner vraiment quel était l'enjeu au niveau de cette région démographique-là. Pourquoi je dis cela? Parce que l'idée, c'est quoi? Souvent, nous, en tant qu'organisme, on a tendance à trouver ce qu'on appelle des termes techniques, c'est-à-dire qui vont peut-être bien sonner auprès des partenaires, ou vraiment qui est peut-être connu académiquement, ou qui est tout le temps huilé dans tous les acteurs d'organismes, mais qui n'est pas la même perception que, par exemple, que la communauté qui dit ça. Oui, en effet, la perception que le citoyen peut avoir par rapport à l'enjeu peut être très différente de la perception du partenaire. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un arrimage entre les deux et un consensus sur quoi que notre mobilisation va focuser. Parce que ça va avoir un impact au niveau du message qu'on veut véhiculer, au niveau des actions qu'on veut faire, au niveau des interventions, auprès de qui on veut faire nos interventions et tout. Donc, encore, planification, de bien planifier notre stratégie de mobilisation, c'est très important. Et c'est très important d'avoir une représentation autant des citoyens et autant des organismes. C'est entendu que les organismes ont plus de ressources pour pouvoir se mobiliser entre eux. Et ça demande quand même une certaine flexibilité quand on veut incorporer les citoyens. Le citoyen ordinaire, habituellement, travaille durant la journée. Donc, on ne fera pas des rencontres qui ont lieu de 9 à 5. Ça va être des rencontres en soirée, des rencontres en fin de semaine. Donc, ça demande une certaine flexibilité au niveau de l'organisation. Oui? Juste pour que je vois peut-être moins là-dedans,
Moi, je le mettrais quasiment au milieu aussi, dans le sens que c'est pas nécessairement, ça tourne pas autour de l'enjeu, mais ça touche au cas, c'est la communication. Oui. Comme, même dans l'évaluation, il faut communiquer qu'est-ce qu'on a réussi à évaluer. Il faut communiquer les bons coups, les moins bons coups. Quand on se réunit, même chose, le plan, il faut qu'il soit bien communiqué, puis les actions aussi. Et la communication est un des principaux éléments de la réussite d'une mobilisation. Donc, d'informer, oui, au début, mais aussi d'informer tout au long du processus de mobilisation. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce qu'on a bien réussi? Est-ce qu'on devrait intervenir à d'autres niveaux? Est-ce qu'un nouveau groupe peut-être s'est joint à la coalition ou à la table ronde qui mène que le leadership pour la mobilisation aussi? Selon vous, Madame, est-ce qu'il y aurait des éléments qui manqueraient? Je ne dirais pas qu'il manquerait, mais c'est surtout l'engagement, que l'enjeu vient pas seulement d'en haut, mais d'en bas. Quand ça vient d'en bas de la population elle-même, au citoyen normal, ça a plus d'impact. Oui. Et le danger, plus que la mobilisation va être autour d'un enjeu qui est plus gros, on va avoir tendance à oublier le citoyen. Donc, en tant qu'organisme, on a des ressources, on a des employés, on a un agent de communication qui peut s'occuper des communications et tout, et on va délaisser peu à peu les citoyens. Ce qui est une erreur parce que, pourquoi qu'on veut ce changement-là? C'est pour eux. Donc, il faut les impliquer et s'assurer qu'ils sont impliqués tout au long du processus. Et s'ils n'ont pas les compétences ou les attitudes nécessaires, à ce moment-là, c'est de les développer chez ces personnes-là. Parce que vous savez, dans la communauté, il y a des leaders qui sont officiels et des non officiels. Il y a peut-être cette dame-là qui habite dans ce coin-là, elle connaît tout le monde dans son quartier, ça fait des années qu'elle demeure là. Donc, c'est un leader aussi. L'exemple le plus parlant, c'est peut-être nous avec la population immigrante. On a ce qu'on appelle les aînés qui ont été établis avant nous. Ils ne sont plus les leaders, mais ils sont quand même des aînés qui ont vécu des grands projets de dotation. Et qui sont quand même bien connectés. Exactement. Donc, ils sont connectés si on veut le succès de nos événements. Il faut qu'on passe par eux. Ils ont fait pour appuyer le point. Oui. Donc, de ne pas oublier la base. C'est quoi la base d'une mobilisation? C'est le citoyen qui veut apporter un changement, qui veut résoudre un problème qui existe dans sa communauté. Donc, les éléments clés pour une mobilisation réussie, c'est vraiment de partir des forces de la base qui est déjà existante, des structures qui existent déjà dans nos communautés et bien souvent qui sont reconnues. Par exemple, on a la FESFO qui a mené le dossier de l'Université francophone, le REFO, on a vu l'AFO qui est venu aussi s'intégrer dans ce processus-là. Donc, c'est déjà des structures qui étaient en place, elles étaient déjà là quand ça a commencé. Donc, de se servir de ces structures-là pour mener à bien notre projet. C'est aussi d'accorder une importance aux besoins et aux préoccupations. Et c'est qu'est-ce qu'on vient de dire là, toujours en gardant impliquer les citoyens à la base. Donc, les préoccupations des principaux intéressés qui mobilisera les personnes vers l'action. Donc, il faut répondre à leurs intérêts pour susciter leur engagement, leur sens d'appartenance à cette mobilisation-là qu'on veut faire, et aussi s'assurer de leur participation tout au long du processus. On vient d'en discuter. Donc, l'information, la formation, sensibilisation, conscientisation, action et participation, l'évaluation collective, c'est vraiment des éléments nécessaires pour une mobilisation réussie. Et comme on a mentionné, la communication, c'est aussi un autre élément. Donc, de faire des allers-retours, pas juste la communication avec le citoyen pour l'informer du développement de notre mobilisation, d'évolution et tout, mais aussi pour aller vérifier, pour aller confirmer que le besoin est encore là, que l'enjeu est encore présent aussi. Donc, ça se fait aux deux niveaux.
Et au niveau du leadership de la mobilisation, ça va permettre d'assurer qu'il y a une transparence dans ce processus de mobilisation-là. Qu'un organisme ne serait pas impliqué ou ne détient pas le leadership parce qu'il y a quelque chose à gagner en tant qu'organisme. Il le fait pour le bien-être de la communauté en général. Donc, on continue. Un plan d'action qui fait consensus et une adhésion forte aux priorités en matière de garder le cap et sur une perspective commune. Le collectif, action conjointe, vision commune. Ça revient constamment ça, dans le processus de mobilisation. La présence de leaders rassembleurs qui sont axés vers des solutions, qui sont bien résultés aussi parce qu'ils peuvent aller chercher d'autres acteurs pour venir les appuyer dans leur démarche. Et ça peut ouvrir des portes pour certaines interventions aussi. D'être à l'affût de l'information aussi, d'être au courant de ce qui se passe en général. Pas seulement c'était une mobilisation pour un enjeu qui touche les francophones, mais à ce moment-là, c'est pas juste d'aller chercher de l'information qui se trouve en français sur la communauté francophone, c'est de voir plus large aussi. Qu'est-ce qui se passe dans l'environnement? D'être au courant. Donc, ça se peut être au niveau du financement. Parce qu'on va voir un peu plus tard, si on veut garder notre mobilisation vivante, à un moment donné, on va peut-être probablement avoir besoin de ressources financières aussi. Donc, d'être au courant des programmes de financement, des innovations, des approches innovatives, des approches qui sont très axées sur l'inclusion aussi, l'inclusion sociale. Donc, il y a un rôle pour tout le monde. Il y a un rôle pour les citoyens dans l'action, puis un rôle au niveau du leadership, au niveau des organismes, des acteurs clés. Donc, de s'assurer que tout le monde a un parti pris dans l'action vers la résolution de problèmes. Au niveau des partenariats, donc on parle ici concertation, alliance, table ronde, partenariat qui se développent. Et c'est aussi de gagner de la crédibilité dans l'action. Si les citoyens voient que c'est un tel organisme qui n'a pas une très bonne crédibilité d'avance, comment voulez-vous qu'ils croient en la cause, qu'ils s'engagent dans la cause? Donc, au niveau de la définition du leadership, qui va assumer le leadership dans l'action, c'est très important de choisir un organisme ou un groupe qui a déjà une certaine crédibilité d'acquise au niveau des citoyens. Donc, les conditions favorables pour la mobilisation, donc c'est d'offrir des opportunités de pouvoir dire, s'exprimer, critiquer, analyser, réfléchir. Et ça va aussi faire partie du processus d'évaluation. Donc, c'est de susciter l'espoir qu'on peut apporter une solution à l'enjeu, qu'on peut provoquer un changement. C'est des occasions de dire, de nommer les enjeux, les choses qui fonctionnent moins. C'est aussi la mise en contribution des potentiels et du vécu. Donc, de faire une place privilégiée pour le vécu des personnes, de valoriser leur expérience qu'ils ont eue, de contribuer aussi à des potentiels ou à des approches qui demandent plus de créativité, qui sont plus innovatrices. Et c'est la condition favorable au niveau du partage du leadership aussi, du partage du pouvoir. C'est reconnaître l'expertise qui existe, l'expertise que peuvent apporter certains organismes. De développer des relations égalitaires. Et par ce titre, des fois, c'est dangereux entre les organismes. Il y a une certaine compétitivité qui existe. C'est de la mettre de côté et d'agir de façon égalitaire. Donc, l'équité est une des valeurs de base. Et favoriser l'appropriation de l'information. Que les gens s'approprient de l'information qu'on leur donne et que ça les stimule à devenir des personnes engagées dans la cause aussi. Donc, là, on prend la partie qu'on parle plus d'un processus de mobilisation et non les fondements. Donc, le processus de mobilisation va demander
un niveau de planification et d'organisation. Il va y avoir aussi la phase qu'on va réaliser, qu'on va mettre notre plan d'action à l'œuvre, et la phase d'évaluation qui se passe à travers les différentes étapes de la mobilisation aussi. Au niveau de la planification, est-ce qu'il y a des éléments qu'on doit absolument pas oublier au niveau de la planification? Selon vous, quels seraient ces éléments-là? On va faire l'action. On va faire? L'action. L'action? Oui, je dirais l'action, ça ne fait pas au niveau de la planification. On va venir dans la deuxième phase, dans la phase de réalisation. Oui? Oui. C'est important aussi, ça va faire partie de notre message d'appel à l'action, de savoir qu'est-ce qu'on s'attend vraiment du citoyen, de lui donner des pistes d'engagement dans ce processus de mobilisation. Du gouvernement ou de n'importe quelle autre instance, dépendant de ce qu'on veut aller chercher à résoudre, nos actions vont être différentes aussi. Oui, des pistes de solutions et à quel niveau qu'on va aller chercher des changements. Parce que si on s'attaque à un problème d'ordre systémique, c'est une toute autre approche que si on s'attaque à un problème plutôt physique comme l'espace de trottoir, panneaux de signalisation. Si on veut, par exemple, quand les entités de planification ont été mises en place, il y avait un règlement qui avait été adopté et les citoyens, les organismes, la communauté en général voulaient avoir quelque chose de plus précis comme règlement. C'est un processus de mobilisation qui a pris quasiment 2 ans avant qu'on puisse reviser cette réglementation-là, dans laquelle on précisait que ça devait être une structure francophone qui assume ce rôle-là. Donc, ça précisait davantage la réglementation qui était très large au début pour la spécifier et pour avoir justement cette structure en place-là pour avoir une meilleure planification des services de santé en français. Donc, vous voyez le processus que je parle, quand je vous disais que ça prend du temps, vous voyez juste pour changer un règlement, ça a pris plus que 3 ans. Ça a pris des consultations au niveau communautaire, il y a eu des consultations régionales, provinciales. Donc, il y a tout eu un processus de consultation de mis en place, un processus de mobilisation également. Donc, à la planification, c'est là qu'on détermine les besoins qui semblent les plus importants. Parce qu'on a fait des consultations avant et pour pouvoir établir un enjeu, prioriser un enjeu, les gens ont exprimé leurs besoins et après ça, on dresse une liste de besoins qu'on veut combler ou d'enjeux qu'on veut faire face ou de changements qu'on veut apporter et on les priorise. Donc, il faut préciser davantage le résultat qu'on veut atteindre. Donc, si le focus de notre mobilisation est trop large, nos actions vont être éparpillées. On ne saura pas quel partenariat développer. Donc, tout va être flou autour. Et plus qu'on est focalisé sur un enjeu en question, et à ce moment-là, on n'est plus capable, on n'est plus apte à choisir les partenaires idéaux pour assumer le leadership, quel genre d'action qu'on va faire dans la communauté pour apporter ce changement-là. Donc, on fait cet exercice de priorisation-là et après, on choisit une idée de projet qui va vraiment répondre aux changements qu'on veut apporter. Et après, c'est d'aller chercher les acteurs clés qu'on veut impliquer, les partenaires et tout. Quand vous parlez de partenaires, est-ce que c'est des partenaires financiers Ça peut être des partenaires au niveau des organismes dans la région, de groupes ou de comités qui existent déjà, des groupes de travail qui existent déjà. C'est un mélange de tout ça ensemble. Donc, la question à se poser, qui serait le meilleur partenaire pour porter le dossier de changement? Si on veut faire une intervention au niveau municipal, à ce moment-là, on va plus se tourner vers des acteurs qui ont déjà des liens avec le gouvernement municipal et tout.
Donc, pour être, ça l'ouvre des portes, en fin de compte, au niveau d'intervention qu'on veut faire. D'autres commentaires ou questions? Oui? Il y a Julie en ligne qui indique qu'il est important probablement d'établir un plan de communication pour le mouvement. Par quel moyen on va diffuser l'information à l'étape de la planification? Comment qu'on va dire? Il y a plusieurs canaux et c'est ne pas d'utiliser seulement un canal de diffusion. Il y a nos petits journaux locaux qui sont distribués à toutes les maisons dans plusieurs de nos municipalités. Il y a, on peut même se servir de l'Église, avoir des personnes qui sont des personnes références, qui peuvent donner une brochure, expliquer c'est quoi la cause, c'est quoi le problème, quel impact ça a sur la communauté, impact négatif sur la communauté, qu'est-ce qu'on veut faire pour ça, expliquer un peu le processus de mobilisation et tout. Les réseaux sociaux sont un très bon moyen pour diffuser de l'information. Et encore là, il faut regarder le groupe d'âge à qui le changement s'adresse aussi. Si vous faites un changement au niveau des personnes âgées, ils vont peut-être être moins portés à aller consulter l'Internet pour voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, si on y va à un niveau plus local, un changement plus local, c'est de prendre les petits bulletins d'information qui existent déjà, puis de passer le message dans ces petits bulletins d'information-là, les journaux locaux aussi. Si notre intervention est à un niveau plus large que régional, à ce moment-là, c'est d'aller voir les médias qui existent à ce niveau plus élevé-là. De prendre de sensibiliser les médias anglophones aussi. C'est pas juste de faire toute la diffusion de l'information en français parce que notre projet de mobilisation vise les francophones. C'est de diffuser plus largement pour aller aussi, vous rappeler à la phase d'information, l'objectif là-dedans, c'est d'informer le plus de gens possible. Qu'importe qu'ils soient francophones ou anglophones, c'est de l'informer de la problématique, de l'enjeu, de l'impact que ça a sur la communauté. Est-ce que ça répond à la question, madame? Oui. Donc, la prochaine étape, c'est la réalisation. Donc, c'est un peu comme on développe un projet. On établit un plan d'action, des objectifs, des stratégies qu'on veut explorer. Je dis bien explorer parce qu'avec notre processus d'évaluation qui est déjà en place, on va peut-être changer nos stratégies en cours de route parce qu'on aurait reçu des commentaires ou des suggestions ou on l'a peut-être réalisé que ça ne fonctionne pas. Donc, des échéanciers, indicateurs de rendement. Comme vous voyez, c'est comme quand on développe un projet ordinaire et on veut le mettre en place. Un budget et puis peut-être un mode de financement. Comment on va être capable d'aller chercher des sous pour financer nos activités. Et quand on parle de financement, on ne parle pas toujours de sous aussi. Il y a peut-être des ressources matérielles dans notre communauté qui sont disponibles et qui peuvent nous appuyer. Il y a peut-être une petite entreprise de photocopie qui sont prêts à imprimer toute la documentation pour votre mobilisation gratuitement. C'est sa façon de contribuer. Donc, c'est pour ça qu'à la phase de planification, il faut aussi identifier les forces, les ressources qu'on a dans notre communauté. Donc, définir un but, qu'est-ce qu'on veut atteindre une fois que notre projet est terminé, préciser nos objectifs. Donc, c'est plutôt axé sur une gestion axée sur les résultats. Donc, qu'est-ce qu'on veut atteindre, comment on va l'atteindre et identifier le processus d'évaluation à travers les différentes étapes. Identifier des partenaires impliqués, les impliquer dans la planification et la prise de décision. Et partenaires, ce n'est pas seulement au niveau organisationnel, c'est aussi avec le citoyen. Et de faire connaître notre projet de mobilisation. Est-ce qu'il y a certains obstacles que vous pouvez identifier au niveau de la réalisation? On soit déjà en retard sur nos activités et des repas. Oui, d'identifier trop d'activités pour la capacité qu'on peut faire, oui. La vision, développer une vision commune.
va être aussi un défi à relever au niveau de la réalisation. Que tout le monde ait l'information et qu'on s'entend vers une stratégie de changement commune, collective. Ça va être aussi un défi. Et un peu plus loin, on va voir les principaux défis que les projets de mobilisation ont rencontrés. Donc, après la réalisation, on vient à l'évaluation, surtout l'évaluation sommative de notre projet. Et comme je mentionnais, oui, c'est bien d'évaluer les résultats qu'on a eus, mais c'est aussi très éducatif d'évaluer le processus. Et c'est qu'est-ce qu'on fait rarement. Est-ce que je me trompe en disant ça? Qu'on évalue rarement le processus comme tel? On oublie. Oui. Aussi. Si on va l'évaluer entre nous, on ne le documentera pas. Ça va rester très informel. Puis ça va permettre, oui, d'identifier des choses, mais la passation du savoir ne se fera pas pour les actions futures. Oui. Et une autre chose au niveau de l'évaluation, c'est que très rarement, on va penser aux ressources financières que ça va demander. Qui fait qu'on arrive à la fin de notre projet, on doit faire une évaluation sommative. On va prendre les quelques petites informations qu'on a recueillies en cours de route et puis on va en faire un rapport d'évaluation. Il faut quand même que ça soit pensé à l'avance puis qu'on se réserve des ressources pour le faire. Et ça peut être, oui, des ressources monétaires, de l'argent pour le faire, mais encore là, on a fait notre petit exercice au début des forces de notre communauté. Il y a peut-être des personnes qui font des évaluations dans ces forces-là. Et c'est d'aller les chercher comme partenaires dans notre projet. Et des fois, c'est mieux d'avoir une évaluation qui est externe, parce qu'ils voient mieux les choses qu'on a réussies, les choses qu'on n'a pas réussies, que d'avoir une évaluation interne, parce qu'on est oui, c'est ça. L'évaluation va permettre d'identifier les bonnes pratiques, qu'est-ce qui a bien marché, mais aussi qu'est-ce qui a moins marché et pourquoi ça n'a pas marché. C'est des leçons qu'on apprend. Donc, ça permet d'évaluer réalisation, identifier des prochaines actions ou de réajuster un plan qu'on avait en cours de route et aussi de partager les leçons qu'on a apprises. Donc, encore là, comme je mentionnais, ça se fait tout au long du processus de mobilisation et non juste à la fin de ce processus-là. Donc, le principal défi qui a été identifié par les leaders était le maintien. Un processus de mobilisation, habituellement, ça s'étend dans le temps, ça prend du temps. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour garder l'intérêt du citoyen, pour les garder engagés à l'action et pour garder un certain momentum aussi dans l'intervention. Donc, de porter une attention particulière à la communication. Tantôt, tu nous as mentionné que la communication avec les citoyens sur les actions qui sont faites, les résultats, c'est important. Oui, la communication envers les citoyens, mais aussi d'aller chercher des rétroactions par rapport à qu'est-ce qu'on fait auprès des citoyens. D'aller faire valider les besoins. Est-ce que le besoin est encore là? Est-ce qu'on veut avoir ce projet de changement-là de la même façon qu'il a été planifié ou est-ce qu'on va apporter des changements? Avoir le souci constant de valoriser et de reconnaître le travail qui est accompli par les participants, autant les acteurs clés que les organismes qui assument le leadership, les partenaires. Il faut aussi se fixer des objectifs qui sont réalistes. Si on se fait un plan de mobilisation qui demande des interventions, des déplacements des gens, puis tout ça, il faut le prévoir, ça. Parce que si on dit, on verra quand ça va arriver, on veut aller faire une manifestation à Queen's Park, mais on n'a pas d'argent pour emmener les gens d'Ottawa vers Toronto, il n'y a pas de structure en place. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel va être le point de ralliement? Qu'est-ce qu'on va faire quand on va arriver sur les lieux? Est-ce qu'on va avoir des pancartes pour eux autres? Donc, d'être réaliste dans qu'est-ce qu'on peut faire. N'oubliez pas, s'il y a moins d'actions, chaque petite action est un pas vers le changement qu'on veut avoir. Et
ces petits pas-là ne sont pas à négliger autant que les grandes étapes qu'on fait pour aller vers ce changement-là. Mettre en place un mode de fonctionnement à la mesure de l'intérêt et des disponibilités des personnes. Donc, de tenir compte, comme on le disait auparavant, de tenir compte s'il y a des citoyens qui sont engagés, on tient compte de leurs horaires, on planifie nos activités d'information, de diffusion par rapport aux citoyens, par rapport aux organismes invités, impliqués. Et on fait aussi la place pour le plaisir avec les activités. Je pense que c'est important. Il faut donner de la place au plaisir, donner de la place, des opportunités pour les gens, pour les citoyens, d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles façons de fonctionner et de favoriser ainsi un climat de cohésion, un sentiment d'appartenance à la cause et que tous ensemble, on peut avoir un impact. Les obstacles. La confusion dans la compréhension du mandat de la mobilisation. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention d'être focusé sur quel mandat, quel changement qu'on veut faire, quel enjeu qu'on veut s'attaquer. Le manque de disponibilité et la précarité financière de certains partenaires. Il y a des organismes dans la communauté qui sont plus forts, qui existent depuis plus longtemps. Et il y a d'autres organismes qui sont aussi, qui ont moins de ressources à leur disposition. Donc, il faut respecter ça. L'absence de mécanisme d'évaluation structuré et continu. Donc, si on n'a pas le mécanisme d'évaluation qui se fait tout au long du processus de mobilisation et qu'on part sur un mauvais chemin, qu'est-ce qui va nous dire qu'on est parti sur un mauvais chemin ou qu'on a adopté une stratégie qui n'est pas efficace? Donc, l'importance d'avoir des indicateurs de rendement et de regarder au processus tout au long de la mobilisation. La surabondance des lieux de concertation. Ça, c'est très important au niveau des citoyens, de dire, OK, c'est tel organisme qui offre le leadership, ces locales sont là. À chaque fois qu'on a des rencontres d'information, ça se passe à cet endroit-là. Ça évite la confusion. La difficulté et la méfiance à l'égard de la mobilisation et de ses acteurs. Donc, si la structure qui assume le leadership n'a pas la confiance des citoyens, n'a pas acquis une certaine crédibilité parmi la communauté, à ce moment-là, les gens vont se poser des questions. Est-ce que je veux vraiment m'impliquer là-dedans? Est-ce que je veux épouser la cause en question ou pas? L'absence de marge de manœuvre donnée aux acteurs locaux par leur organisme. Donc, si c'est une structure qui est très rigide, ça ne donne pas de la place à s'adapter. Et on a parlé auparavant de mettre des indicateurs de rendement pour évaluer le processus et tout. Bien ça, si on met ça en place, c'est parce qu'on veut voir si on doit changer notre plan d'action à un moment donné ou notre niveau d'intervention et tout. Si c'est tellement rigide qu'on ne peut pas faire ça, à quoi ça sert de faire l'évaluation? C'est plutôt une approche didactique qui dit aux gens quoi faire. Ils vont se sentir moins impliqués, moins engagés dans la cause, justement parce qu'on leur offre une structure qui est déjà prédéfinie d'avance. On sait quasiment quel va être le résultat à la fin et tout. Donc, ce n'est pas axé sur le besoin et l'enjeu qui existe dans la communauté. C'est plutôt la perception du leader à ce moment-là qui fait surface. Le manque d'arrimage entre les acteurs, partenaires et parties prenantes. C'est bien important que les organismes soient bien arrimés ensemble sur l'objectif de la mobilisation et qu'ils soient aussi d'un commun accord, une vision commune de comment on va intervenir pour arriver au changement. Si un groupe de personnes pense que c'est par la communication qu'ils vont arriver par le changement, d'autres pensent que c'est en ayant des débats publics et tout. S'ils ne sont pas arrivés ensemble, s'ils ne véhiculent pas le même message, à ce moment-là, c'est soit que le maintien de la mobilisation va tomber, la mobilisation comme telle va tomber, l'enjeu va tomber, puis il n'y aura pas de changement qui va se faire. Oui? Moi, je rajouterais peut-être dans les principaux obstacles aussi qui peuvent arriver, surtout quand c'est
une mobilisation qui est longue sur le temps, ça peut être une crise de leadership aussi. Oui, oui, oui. Le mouvement de mobilisation. Oui, évidemment. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre de réussir notre mobilisation? Si on offre des occasions d'apprentissage, de pratique, qui sont pratiques, qui sont participatives, qui demandent aux citoyens de s'impliquer. Je pense au niveau organisationnel, c'est moins valable, mais au niveau de la population comme telle, il y a beaucoup de gens qui veulent s'impliquer dans des causes, qui veulent se mobiliser autour d'enjeux, puis qui ne savent pas trop comment s'y prendre. À ce moment-là, si on leur offre une occasion de s'impliquer dans un processus de mobilisation, il faut également être prêt à pouvoir les former, développer leurs compétences à ce niveau-là. Donc, d'être aussi précis que possible dans nos gestes. Quand on fait un appel à l'action, ce n'est pas aller démontrer votre mécontentement par rapport à tel enjeu. C'est de leur suggérer des actions qui sont quand même concrètes, définies dans le temps, avec un leadership. Garder le contact, répéter des activités, s'assurer d'avoir un soutien entier. Donc, continuellement, ce n'est pas qu'on a contact avec les gens auxquels on veut intervenir une fois de temps à autre parce qu'il y a un événement qui survient puis on veut profiter de ce momentum-là. Il faut quand même que ça soit planifié, ça. Et là encore, avec une certaine flexibilité. Donner un visage humain au problème. Dans mon exemple de personnes âgées qui avaient un haut taux d'accident dans une certaine municipalité, on a quand même donné un visage humain à leur campagne de mobilisation. Comme de quoi que les personnes âgées ont quand même certains obstacles quand arrive la mobilité et tout. Donc, en mettant des trottoirs, en ayant des signaux de signalisation et tout, on va aider à avoir moins d'accidents, de diminuer les accidents. Donc, on a donné un visage humain à ça. Je pense dans le cadre d'une université francophone, on a donné un visage humain comme de quoi qu'on voulait pouvoir offrir à nos enfants la possibilité de continuer leur éducation en français. Créer un réseau, travailler en partenariat, en coalition. Encore là, c'est de travailler ensemble. C'est le collectif qui agit. Favoriser le développement de la conscience et de la solidarité communautaire, de la responsabilisation sociale, participation citoyenne, c'est vraiment à la base de la mobilisation. Répondre à un besoin précis, on a parlé. Combler à un manque en matière, soit de programmes de sensibilisation qui est relié à certaines réalités régionales. Offrir des occasions d'épanouissement personnel et professionnel aux citoyens impliqués et célébrer les succès aussi. Il arrive souvent qu'un processus de mobilisation, on obtient qu'est-ce qu'on voulait, mais qu'on ne tient pas informé des suivis par rapport à ce succès-là. Donc, encore là, tout le côté communication est important. Les conditions favorables à mettre en place, la vision commune est partagée par toutes les parties impliquées dans la mobilisation. Autant le citoyen, l'organisme, les leaders qui sont impliqués. Leadership solide, stable et rassembleur, et un leadership qui est assumé par une entité qui est quand même crédible au sein de la communauté. Favoriser une action intersectorielle, impliquer différents secteurs, éducation, santé, services sociaux, environnement. Plus qu'il va y avoir de secteurs représentés, plus vous allez atteindre votre but, plus facilement vous allez atteindre votre but. Gouvernance ouverte, efficace, efficiente, donc la transparence par rapport aux actions qui sont faites, aux ressources qui sont utilisées, aux résultats d'interventions qui sont faites. Évaluation
renouvellement de la mobilisation. Si on pense qu'un processus de mobilisation prend 3 ans, on n'aura pas 3 ans les mêmes personnes qui vont être impliquées tout au long de ce processus de mobilisation. Donc, en cours de route, il va falloir penser comment qu'on amène des nouvelles personnes à l'intérieur de cette mobilisation-là ou de nouveaux partenaires. Établissement de divers styles de partenariat et ça à différents niveaux. On parlait d'alliance, on parlait de partenariat formel, de collaboration. Donc, c'est de trouver le modèle qui est le plus rentable pour tout le monde et le plus acceptable aussi pour tout le monde. En conclusion, toute démarche commence par un élément déclencheur, notre enjeu, un problème qui a été identifié. Ne pas oublier que le début passe une étape de sensibilisation, d'engagement communautaire, d'informer les citoyens. Et après, on commence notre processus de mobilisation. Il y a des événements qui vont être plus marquants que d'autres, des actions qui vont avoir plus d'impact que d'autres. Mais comme on dit, chaque petit pas compte pour obtenir un résultat, pour obtenir un changement. Des moments magiques, et puis il va y avoir d'autres moments qui vont être plus décourageants. Donc, on va sentir à des moments donnés qu'on fait des gros sauts dans notre processus de mobilisation, qu'on approche de notre but du changement, mais il y a d'autres fois qu'on va sentir « Oh mon Dieu, ça prend du temps », et puis c'est là qu'il faut regarder au maintien pas des bénévoles, mais des citoyens et tout. Tout se gagne pas à pas, petit à petit. Et une poignée de main ou un sourire à la fois, ça l'aide. Donc, il y avait cette citation-là que j'ai trouvée qui reflétait bien un processus de mobilisation. Donc, pouvoir dire, pouvoir nommer, pouvoir questionner, pouvoir analyser, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir agir. Donc, c'est une suite d'actions. Et c'est là-dessus que je vous laisse pour cette formation-ci. Avez-vous des questions ou des commentaires ou voulez-vous partager une expérience de mobilisation? Non? Le support. Le support? Non, vous avez la copie de ça court pas. C'est ça, après l'évaluation. Vous allez en recevoir une autre copie. Après l'évaluation, on a parlé du maintien. Je trouve que c'est une très belle chose, honnêtement. 3 bonnes heures, il y a quand même pas mal de choses qui vont beaucoup m'aider. Surtout nous, dans notre communauté, quand même, on était un peu comme, pas trop hétéroclite, mais très quand même diversifié, il y a trop de sensibilité. Peut-être c'est quelques éléments encore, on va toujours nous aider, surtout avec d'autres partenaires, de les aider à l'expliquer que peut-être ça serait mieux d'avoir un enjeu à la fois. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire maintenant, ça devient confusant. C'est ça qu'il faut. Oui, en effet, parce que quand on veut que le citoyen s'implique, c'est le citoyen dans sa diversité qui vient, qui a des niveaux d'éducation qui sont différents, statut social qui est différent, ethnicité qui est différent. Et c'est ça qui va faire la force de notre mobilisation, parce qu'on a toute cette diversité-là qui est représentée au sein des acteurs clés, des partenaires dans notre processus d'évaluation. Oui, en effet. Moi, c'est par rapport à la mobilisation, plus par rapport aux jeunes. Aux jeunes? Aux jeunes, surtout aux adolescents, parce qu'ils ne se voient pas parmi une communauté. Oui. Ils se voient juste comme individus tout seuls. Oui. Donc, ça m'a donné des... Ben, je vais laisser la parole à... Notre organisme ne travaille pas avec les jeunes au niveau secondaire. Mm-hmm. Nous, c'est plus au post-secondaire. Mais je suis plus ou moins d'accord avec ce que vous dites. C'est vrai que les jeunes ont tendance à avoir peut-être plus une vision individuelle sur certains enjeux, mais sur d'autres, ils ont une vision très collectiviste ou d'autres groupes d'âge ont une vision plus individualiste. Par exemple, l'environnement. Si on regarde les générations qui sont en ce moment au secondaire ou post-secondaire,
ont une vision beaucoup plus collective, vont être plus facile à être mobilisés sur ces enjeux-là que, par exemple, la génération des aînés. C'est vrai que je pense que ça dépend beaucoup de l'enjeu aussi, du type de mobilisation. C'est du changement qu'on veut apporter. Si c'est un changement qui les touche directement, comme on parlait de l'éducation en langue française, ça les touche directement. Donc, on a plus de sens d'aller les chercher comme intervenant dans ce processus de mobilisation-là. Mais si c'est pour avoir des trottoirs puis une signalisation pour aider les personnes âgées, pour réduire le risque d'avoir des accidents, on va avoir un peu de difficulté à aller les rallier à cette cause-là. Donc, tout dépend de... le sens de communauté, par contre, dans le sens où c'est vrai que l'attachement à la communauté, je ne dirais pas qu'il y en a nécessairement moins, mais il s'exprime différemment que chez les générations précédentes avec les jeunes. Je suis d'accord, comme, tu sais, toute la question de est-ce que les jeunes se considèrent franco-ontariens ou francophones, avec les subtilités, les différences que ça apporte. Comme, tu sais, je pense que dans ce sens-là, oui, ça s'exprime différemment. Puis peut-être que ça crée des enjeux pour les organismes qui mobilisaient de façon traditionnelle sur ces enjeux-là, à se renouveler ou à avoir une approche qui est plus adaptée. Est-ce qu'aussi l'environnement est favorable à l'accueil de jeunes aussi? Je pense qu'au niveau de l'éducation, maintenant, il y a un représentant des étudiants qui est sur le conseil de l'école, mais on tient les réunions après l'école et tout. Il ne faut pas oublier que le jeune, habituellement, je parle jusqu'à peut-être 25 ans, est aux études, a un emploi, et puis là, on lui demande de participer à une cause. Donc, comment va-t-il partager son temps? Combien d'heures qu'il y a de disponible? C'est peut-être de l'interpeller juste pour une action en particulier. À ce moment-là, il va plus contribuer au processus. Mais si on lui demande de participer à des rencontres de planification et tout, là, de mettre en place une stratégie quelconque, on va le perdre, je pense. Je trouve que ça revient aussi un peu à la formation de ce matin sur le bénévolat, dans le sens où, justement, les jeunes, ils ont un emploi, ils ont leurs études, puis ils vont souvent choisir leur implication en fonction de qu'est-ce qui va me démarquer sur le marché de l'emploi. Ouais. Parce que de nos jours, avoir un bac, c'est pas nécessairement ça qui démarque un jeune sur un marché de l'emploi. Donc, des fois, c'est de trouver aussi dans la mobilisation qu'est-ce qu'on peut faire pour leur apporter ce quelque chose-là qui va leur permettre après de se démarquer ou de trouver une implication qui va leur permettre de se démarquer. C'est de répondre, en fin de compte, à l'attente, à ses attentes personnelles. Est-ce que je veux aller me chercher une expérience de travail en faisant partie de ce comité-là? Est-ce que ça va me permettre de développer mon réseau social? Puis que plus tard, ça va m'aider à me trouver un emploi et tout ça. Donc, il faut vraiment aller voir, et pas juste chez les jeunes, c'est les différents groupes d'âge aussi. Et puis là, on retourne au principe de bénévolat, mais qu'est-ce qui va stimuler la personne à s'engager dans une cause? C'est d'aller voir ça. D'autres commentaires, suggestions? Peut-être juste un commentaire aussi là, qui est important de toucher. Je pense que c'est pour des organismes ou des groupes de personnes qui se sont mobilisés pendant longtemps sur un objectif et qui réussissent à l'atteindre. Je pense qu'un enjeu aussi, des fois, c'est de se retrouver après ça. C'est quand on s'est battu comme organisme pendant 3, 4, 5, 10 ans pour une même mobilisation, une fois que ça c'est fait et que là l'enjeu est réglé ou en particulier, il y a beaucoup d'organismes qui se perdent dans et il y a un danger d'épuisement. Il y a aussi un danger qu'on identifie la cause pas à une collaboration, un effort collectif, mais spécifiquement en lien avec cet organisme-là. Donc, il y a un danger, c'est deux dangers, ça, qui peuvent survenir. De souvent se conforter, justement. Ça revient un peu à l'épuisement, de se conforter dans la partie de l'enjeu qu'on a réussi à avoir, à régler, dans le fond. Puis à oublier qu'il y a encore du travail de fond à mettre dans ces enjeux-là pour que ça... C'est pour ça que je mentionnais dans le processus d'évaluation, c'est bien d'aller valider où est-ce qu'on en est rendu, puis qu'est-ce qu'on va continuer à faire. Est-ce qu'on répond toujours aux mêmes besoins, aux mêmes enjeux? Est-ce que cet enjeu est encore prioritaire? Quand on parle 3-4 ans plus tard, est-ce que cet enjeu-là est autant prioritaire 4 ans plus tard qu'il l'est maintenant?
Donc, c'est d'aller revoir les citoyens puis de leur demander leur avis, commentaires, suggestions. Il y a des citoyens qui peuvent apporter des solutions qu'on n'avait pas pensées ou une approche qui est innovatrice aussi. Donc, c'est toujours bilatéral. Tu as les gens qui sont dans l'action comme telle, mais il y a toujours le citoyen dans la communauté qu'on doit tenir informé. Et c'est tout là que la communication est importante. D'accord? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.